L'été de l'économie engagée, c'est le festival pour découvrir des entrepreneurs qui placent la solidarité et la protection de la planète au cœur de leurs projets. Les canaux et leurs partenaires les soutiennent tout au long de l'année. Mais cet été, nous vous proposons de les découvrir à travers des conférences, des rencontres, des ateliers, des vidéos, et vous allez voir qui sont ces acteurs qui font l'économie positive de demain. La mode peut être éthique et responsable si on sort de la course perpétuelle aux quantités. Les vêtements peuvent être durables et désirables. L'économie circulaire nous offre l'opportunité d'habiter autrement, de transformer, de construire localement sans détruire en réinventant la matière. On va bientôt être 9 milliards d'habitants sur Terre, sur un espace contraint. Il y a quasiment autant de gens qui ont faim que de gens qui souffrent d'obésité. On voit bien qu'on a un système qui ne fonctionne plus. Il y a plein de solutions, au niveau mondial comme au niveau local. Donc il faut aller voir les conférences des canaux. L'écotourisme, c'est aimer découvrir le monde et les gens et vouloir les préserver. Aujourd'hui, l'aventure, la découverte s'invente avec des pratiques responsables. Bonjour à tous, je suis Catherine Doriac, je suis éco-journaliste depuis 20 ans sur les sujets environnement et mode, et notamment mode éthique puisque les sujets sont bien sûr liés. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir et d'accueillir un panel formidable de 4 éco-activistes sur les sujets qui nous intéressent ce soir. Et je remercie les canaux de m'avoir demandé de modérer cette table ronde sur la première table ronde inaugurale sur cette série de conférences sur l'économie sociale et solidaire. Voilà, je suis journaliste, mais je suis aussi présidente de l'association Fashion Revolution France, le bureau français de l'ONG anglaise. Et cette association, pour ceux qui ne la connaissent pas, est née lors de l'effondrement du Rana Plaza en 2013, une catastrophe qui a fait plus de 1300 morts et 2500 blessés à Dhaka au Bangladesh. D'Angleterre sont partis ces deux hashtags, enfin surtout le premier hashtag Who Made My Clothes à l'initiative de Carrie Somers et Ursula De Castro, et ont été repris par des milliers de personnes qui demandaient donc aux marques qui a fait mes vêtements, Who Made My Clothes. Aujourd'hui, c'est devenu une ONG mondiale avec plus de 120 pays qui ont rejoint le mouvement. Nous, en France, nous représentons la communauté française et nous offrons, en fait, Fashion Revolution, c'est surtout pour éduquer les citoyens à consommer moins mais mieux, leur expliquer comment les choses se passent ailleurs et surtout en Asie, évidemment, les conditions de travail déplorables et les conditions d'esclavage moderne qu'on trouve dans les usines. Alors pas toutes, mais dans la plupart des cas, les conditions de lutte et de syndicalisation plus ou moins garanties, le harcèlement sexuel, 80% des ouvrières sont des femmes, ne l'oublions pas. Et donc nous allons aujourd'hui parler de ces droits des travailleurs, nous allons parler de comment changer cette industrie qui est très polluante de bien des façons, parce qu'elle est polluante au niveau environnemental pour la santé des gens qui fabriquent nos vêtements, mais aussi pour la santé des consommateurs qui achètent ces vêtements. Elle est polluante au niveau des rapports sociaux. Elle est polluante au niveau des matières qui sont à utiliser et du sourcing. Donc, nous avons 4 personnes aujourd'hui qui sont spécialistes de tous ces sujets. Et je vais donc commencer par donner la parole à Naïla Ajaltouni qui travaille avec le collectif Éthique sur l'étiquette. Naïla, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonsoir à toutes et tous. Merci Catherine pour cette introduction et puis les canaux pour cette belle table ronde. Donc je coordonne le collectif Éthique sur l'étiquette. C'est un regroupement d'ONG, de syndicats et d'organisations de défense des consommateurs. Donc on est un collectif français de 17 organisations qui défendent les droits humains au travail dans les chaînes de sous-traitance mondialisées.
notamment l'habillement. Donc, c'est un collectif qui existe depuis 1995 et qui est notamment un collectif de pression ou de plaidoyer citoyen pour faire en sorte que ce secteur de la mode évolue vers le respect des droits des travailleurs à l'international. Donc, pour donner un peu de rythme, on va commencer par une présentation des 4 intervenantes. Donc, Majdeline, toi, tu es vice-présidente de l'association Nord-Créa. Tu es sociologue de l'environnement, autrice d'un livre qui est sorti en 2017, dont on a beaucoup parlé, Une mode éthique est-elle possible? Et aujourd'hui, tu as aussi une activité de pilote des Fashion Green Days. Est-ce que tu peux te présenter, bien sûr, et nous raconter un petit peu ce que c'est que les Fashion Green Days? Merci beaucoup, Catherine. Voilà, merci beaucoup. Moi, je suis ravie de te retrouver. On s'est quitté il y a quelques heures, hein, même pas presque quelques minutes, et ravie de retrouver l'ensemble du panel. Alors moi, je suis sociologue spécialisée dans l'environnement. J'ai longtemps travaillé sur les enjeux d'aménagement urbain durable et de reconversion des territoires, puisque je viens du Nord et que c'est une terre textile qui a dû se reconvertir. Et donc, après quelques années à avoir travaillé sur des projets innovants de transition écologique, de soutien à la transition écologique sur mon territoire, en tant que sociologue de l'environnement, j'ai choisi de m'intéresser à la filière textile qui est à l'origine de l'histoire de mon territoire et des conséquences sociales que j'observais au quotidien, comme tout le monde ici. Et donc, j'ai travaillé sur le fonctionnement et sur les conséquences des choix qui avaient été faits ces dernières décennies dans la filière. Et je me suis aussi mobilisée auprès d'une association qui s'appelle Nord-Créa et qui organise des projets, qui monte des projets, qui mène des actions pour promouvoir l'innovation écologique dans la filière. Donc aujourd'hui, on organise des événements, des formations, mais on a aussi monté un atelier spécialisé dans l'expérimentation, la transformation de la manière dont on fait les vêtements. Voilà. Tu nous en parleras tout à l'heure, merci. Marie de Magde, Marie, toi, tu es directeur textile et RSE à la Confédération européenne du lin et du chanvre. Évidemment, le lin, c'est notre matière préférée, on a envie de dire. Il pousse en Europe, entre Caen et Amsterdam. 80% de la production mondiale est cultivée donc dans nos terres. Voilà, présente-toi, s'il te plaît, et puis on reviendra ensuite sur les avantages du lin et ses qualités intrinsèques. Bonsoir. Donc la Confédération européenne du lin et du chanvre, la CELC, c'est l'association qui fédère la filière en Europe, depuis l'agriculteur aux producteurs de fibres, aux filateurs, aux tisseurs. Ça représente environ 10 000 entreprises dans 14 pays de l'Union européenne. Et la CELC a pour but de regrouper, de promouvoir ces savoir-faire et cette industrie. Et moi-même, donc, sur la partie textile, je fais une veille sur l'innovation, un accompagnement au sourcing, et sur toute la partie RSE, je m'occupe d'études et surtout de traçabilité. Merci Marie. Alors, je ne vois pas Samia, mais je pense qu'elle est là. Samia représente l'école Casa 93 que nous connaissons tous ici, qui est une école de mode gratuite et libre. Samia, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Je vous entends et je vous vois. Ah, génial. Je ne te voyais pas dans la grille. Voilà, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire en 2 mots? On reviendra ensuite sur les détails, mais ce que c'est que Casa 93 Oui, la Casa 93, donc, c'est une école, c'est une formation professionnelle de mode et de création libre et engagée qui s'adresse à des étudiants, des jeunes talents créatifs de 18 à 25 ans. Je vous en parlerai donc un peu plus en détail tout à l'heure. Moi, j'interviens au sein de la Casa 93, notamment sur le module Réinventer la mode et sur des projets spéciaux liés à la Fashion Revolution et des collaborations autour de la sensibilisation pour une mode plus éthique et plus responsable. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses avec Naïla.
Là, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur la situation des droits sociaux dans cette industrie de la mode qui nous occupe aujourd'hui? Tu as évoqué, Catherine, en introduction, le Rana Plaza. C'est vrai qu'on en a énormément parlé, mais on en parle énormément pour une bonne raison, c'est que quand cet immeuble textile s'effondre, enfin quand cet immeuble qui héberge en fait des industries, des ateliers en fait textiles, le 24 avril 2013 au Bangladesh, il vient illustrer finalement tous les dysfonctionnements de la mondialisation et puis porter à la connaissance du grand public des choses qu'on ne connaissait pas sur l'origine de nos vêtements, la façon dont ils sont fabriqués et comment c'est possible qu'encore en 2013, des immeubles s'effondrent sur des travailleurs, alors même que les grandes marques, les grandes entreprises parlent depuis des années de développement durable, de responsabilité sociale, communiquent, font de l'affichage. Et donc, je rappelle que le Rana Plaza s'est traduit par 1138 morts. Donc, cet immeuble s'est effondré sur les ouvrières du textile au Bangladesh. Bien sûr, c'est un État qui n'est pas en mesure et ne protège pas bien ses travailleurs. Donc, ça, c'est une responsabilité. Mais ce qui a fait le tour du monde, c'est qu'on a vite découvert dans les décombres de cet immeuble les bons de commande ou des étiquettes de marques que l'on porte tous, notamment des marques de fast fashion, mais pas uniquement. Donc, il y avait Benetton, C&A, Primark, qui n'existait d'ailleurs, n'était pas encore implanté en France. Et cela a conduit vraiment à un grand choc. Nous, on a été abreuvés de messages de consommateurs qui nous disent comment c'est possible. Alors finalement, ce que nous montre le Rana Plaza, c'est vraiment les dysfonctionnements dont je parle, c'est que la majorité de nos vêtements ne sont plus fabriqués à proximité ou en Europe. On va peut-être parler de la question de la relocalisation, mais plutôt avec l'ouverture des frontières, la mondialisation dans des pays à bas coût, parce qu'aujourd'hui encore, on n'a rien trouvé de mieux qu'une femme derrière une machine à coudre pour fabriquer des vêtements. Et des pays comme le Bangladesh, le Cambodge et puis la Chine, bien sûr, au début de l'ouverture l'abaissement des barrières douanières, ont été l'objet de relocalisation de la part des grandes marques internationales qui se sont organisées sous forme de grandes chaînes de sous-traitance, de chaînes de valeur qui font qu'on a perdu totalement la traçabilité et le contrôle sur les conditions de travail, puisqu'aujourd'hui, quand on sous-traite dans une usine au Bangladesh, et c'est le deuxième grand problème, eh bien, le donneur d'ordre, la multinationale, n'est pas juridiquement responsable des violations des droits des travailleurs ou des impacts environnementaux de leur activité. Et c'est vraiment ce qui est venu montrer le Rana Plaza, et que lorsque toutes ces personnes sont décédées dans des conditions terribles, leurs familles ou les personnes blessées ont dû lutter à nos côtés, les ONG de défense des travailleurs, au niveau international pour obtenir réparation, pour obtenir au moins un accès à la justice qui ne peut être pour l'instant, qui n'existe pas pour l'instant au niveau international et qui demande encore qu'on agisse sous forme de campagne de pression, de mobilisation citoyenne, mais aussi énormément de dialogue avec ces grandes entreprises. Heureusement, je dirais que les choses changent énormément. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que depuis le Rana Plaza, pour nous, donc notre ONG, donc le collectif Éthique sur étiquette, existe depuis 1995. La mobilisation, les questionnements des consommateurs, les évolutions des entreprises aussi, l'émergence de la mode responsable n'a jamais faibli. Et donc, on aurait pu penser qu'après cet événement choquant qui a suscité une grande attention au niveau international, peut-être l'émotion ne se traduise pas en une conscience citoyenne qui perdure. Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est produit parce que malheureusement, l'actualité nous donne tous les jours quasiment des moyens de voir les impacts économiques et sociaux, les impacts négatifs de ces grandes multinationales et qu'aujourd'hui, personne ne veut être les complices finalement. Et je pense que le secteur de la mode, il est vraiment central, il est vraiment emblématique de ces délocalisations massives, de ces violations massives des droits humains, mais aussi par ce qu'ils représentent, c'est-à-dire des savoir-faire, de la beauté, une construction sociale. Je pense vraiment le secteur qui peut être aujourd'hui le levier et guider la voie vers une mondialisation plus responsable et puis une consommation aussi plus responsable. Je te remercie beaucoup de parler de savoir-faire et de beauté parce que quand on parle de mode, c'est quand même les deux choses primordiales. Et aujourd'hui, on a l'impression que finalement,
c'est pas tellement au devant de la scène. C'est passé un peu à l'arrière-plan. On voit surtout des gens qui veulent acheter des vêtements à bas coût et renouveler tout le temps leur garde-robe, alors qu'on sait qu'au fond, on n'emporte qu'un tiers de cette garde-robe, quel que soit le Alors, niveau. ce que tu dis est très vrai et vient en fait illustrer l'arrivée de la fast fashion. Donc, je dirais depuis toujours, puisque c'est une industrie du textile, est une industrie qu'on appelle à forte intensité de main-d'œuvre. Il y a besoin de femmes, d'ouvrières, d'ouvriers pour coudre, découper les vêtements, surtout dans la confection. Donc, encore une fois, les entreprises se sont tournées vers ces pays parce qu'ils pouvaient produire moins cher. Parce que dans aucun des pays que j'ai cités, les travailleurs ne gagnent ce qu'on appelle un salaire vital ou un salaire décent, c'est-à-dire un salaire qui leur permet de vivre correctement. Et vivre correctement, et donc de manière décente et conformément aux normes internationales du travail. Il existe aujourd'hui dans le monde l'Organisation internationale du travail qui définit ce que doivent être des conditions décentes de travail pour tout travailleur partout dans le monde, quel que soit le type de travail. Or, ça n'est pas respecté dans ces pays et les multinationales en ont profité et ça s'est accentué avec l'émergence de la fast fashion. Et plusieurs entreprises, donc la fast fashion, c'est cette mode jetable, a priori à petit coût, à petit prix, qui accélère aussi le renouvellement des collections et qui est venu introduire un nouveau modèle de consommation, de nouveaux besoins qui n'était pas aussi généralisé avant les années 90. Notre génération, on s'est habillé autrement qu'avec des t-shirts à 4-5 euros. Et la distinction sociale se faisait plutôt sur les marques qu'on était en capacité d'acheter ou l'argent qu'on pouvait mettre dans les vêtements, mais on n'avait pas cette étendue de vêtements peu chers. Or, les gens n'étaient pas spécialement plus riches, même s'il y a des grandes disparités depuis. Et donc, notamment parce que plusieurs de ces acteurs ne sont pas issus de la mode. Ce qu'a fait la fast fashion, c'est prendre la méthode de la grande distribution, Walmart, Carrefour, etc. et se dire, pour faire du profit, en fait, pour que mon modèle soit rentable, je vais appliquer à la mode ce modèle de grande distribution. Et le modèle de la grande distribution, c'est que pour produire, pour vendre à petit prix, il faut faire pression sur les coûts, bien sûr en amont, on parle beaucoup des agriculteurs pressurisés dans l'alimentaire, etc. Mais surtout, il faut vendre en volume. Et avec l'émergence de la fast fashion, toutes ces marques sont venues abreuver, développer les magasins, développer aussi la vente en ligne, avec une perte de ce que constitue aussi le vêtement, et donc un nouveau modèle économique qui a rendu invisible en fait ces impacts sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, on veut effectivement renverser la vapeur et revenir à une mode raisonnée. Alors, je garde un œil sur l'horloge et tu dépasses un peu ton temps de parole. Donc, je voudrais que tu fasses un petit point sur les lois qui ont été mises en place au niveau international et notamment en France. Peut-être nous parler de la loi sur le devoir de vigilance, si tu veux en dire deux mots. Tout à fait. Et dans ce cas, je vais regrouper mes deux derniers points. C'est que grâce à la mobilisation citoyenne, grâce à la médiatisation, grâce aux actions des citoyens sur les réseaux sociaux, sur les interpellations, même les boycotts, les actions qui existent de plus en plus, notre action, elle est à la fois de faire pression sur les entreprises. Donc, on produit des rapports, on émet des recommandations, mais surtout de faire évoluer la loi pour que justement, aujourd'hui, une multinationale, en France, en Angleterre, aux États-Unis, soit responsable des dégâts qu'elle cause à l'international. Une entreprise crée des emplois, mais elle peut aussi, évidemment, on a beaucoup d'exemples de pollution massive de l'environnement, de violation des droits, et on essaie de créer un cadre international dans lequel on peut poursuivre les entreprises et mettre un terme à leur impunité lorsqu'il y a ce type de dégâts, d'atteintes graves. Et alors, le Rana Plaza nous a permis d'accélérer une loi en France qui a été adoptée en mars 2017. On y a travaillé 5 ans avec une coalition d'ONG, de syndicats en France, mais aussi des députés, des sénateurs qui ont été extrêmement engagés. Donc, on voit aussi là le retour du rôle du politique et l'importance du politique. Et puis, de nombreux militants, des citoyens qui nous ont appuyés. Et donc, depuis mars 2017, on a une loi unique au monde en France
qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, qui ne concerne pas que l'habillement, mais qui impose aux grandes multinationales de produire un plan de vigilance pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux. Donc juridiquement, elles sont obligées de dire voilà les impacts que peut causer mon activité partout dans le monde et les mesures que je vais prendre pour les éviter. Et sinon, on peut désormais saisir un juge en France pour faire appliquer cette loi ou, en cas de drame et de dommages, obtenir des dommages et intérêts. Et cette fin de l'impunité, l'idée pour nous, c'est pas de punir évidemment les multinationales, c'est de faire en sorte qu'elles soient obligées de changer leur modèle et que peut-être qu'il va falloir relocaliser, mieux vérifier la chaîne d'approvisionnement, payer correctement les travailleurs parce que la loi les y oblige. On aurait aimé ne pas passer par la loi, mais 30 ans d'expérience nous ont montré que la recherche du profit, si elle n'est pas régulée par des obligations contraignantes, dépasse la question des droits humains. Donc maintenant, on travaille pour une directive au niveau européen, pour un traité à l'ONU, et on voit que toutes ces avancées qui sont peut-être peu visibles sont possibles parce que les citoyens et les consommateurs le demandent également. Merci Naïla, merci beaucoup. Je pense qu'il y aura sûrement des questions. On va attendre. Là, je suis en lien avec la personne qui les posera. Majdouline, on vient de parler de relocalisation, on vient de parler de nouveaux modèles. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer ce qui se passe à Roubaix, au cœur de Norcrea, et quels sont vos engagements justement pour changer un peu les choses? Nous, on part, alors d'abord, on partage les constats, bien sûr, l'analyse et la présentation qu'a fait Naïla sur la situation de la fast fashion et de l'état, justement, de son organisation par rapport aux travailleurs, etc. Donc, en plus, nous, on l'a vécu de près parce qu'effectivement, c'est un territoire qui a arrêté l'activité manufacturière, le nord de la France, comme d'autres endroits en France, pour le sous-traiter à d'autres pays à plus bas coût de main-d'œuvre pour les raisons qui ont été évoquées. Norcrea, et moi aussi dans ma démarche et dans les réflexions que je porte, notre sujet, c'est de dire, en fait, ce modèle n'est pas durable. C'est-à-dire le modèle de la distribution de produits de mode et d'habillement tel qu'il est organisé aujourd'hui, puisque la plupart des sièges se trouvent dans des pays du Nord, et en l'occurrence, dans le nord de la France, on a beaucoup de sièges de la distribution de produits de mode et d'habillement, n'est pas durable à plus d'un titre. En fait, il y a une vulnérabilité écologique de ce modèle, puisque c'est un contributeur important des gaz à effet de serre, de la consommation d'eau d'irrigation, bien sûr de pesticides, etc. Tous ces grands chiffres qu'aujourd'hui on connaît, il y a une vulnérabilité sociale parce que, évidemment, quand on crée des inégalités qui sont trop criantes et très fortes et puissantes au niveau mondial, on crée aussi des vrais risques de violence, de frustration et aussi de détérioration aussi je dirais, notre civilisation au sens culturel. Et enfin, une vulnérabilité économique, et ça, on était moins entendu là-dessus parce qu'on pense que parce que ça marche, ça va toujours marcher, sauf que nous, on avait une expérience contraire. Puisque quand on vit, je dirais, dans sa propre histoire personnelle, que de jour au lendemain, des entreprises qui emploient des milliers de personnes peuvent fermer leurs portes et qui étaient des châteaux, véritablement, qui étaient des éléments de patrimoine, quand on le vit, on croit que c'est possible, cet effondrement. Ce n'est pas juste une théorie, l'effondrement, c'est réel, c'est quelque chose qui peut arriver. Et en fait, moi, j'ai toujours eu l'intuition, et je pense que c'est une intuition qui est partagée avec justement Norcrea, c'est que il y avait un monde avec une nouvelle économie qui arrive. Elle peut prendre, on est à la croisée des chemins, soit c'est pire, soit on peut aller vers le meilleur. C'est-à-dire que justement, parce que ça n'est pas durable, on peut, quelque part, cette contrainte, ce qui peut apparaître comme une contrainte, l'impératif moral de ne plus avoir ces impacts considérables sur l'environnement et la nécessité de changer de modèle, peut être une opportunité à justement construire un vrai modèle durable du point de vue écologique, du point de vue social, du point de vue humain. Alors, c'est beau dit comme ça. Alors, le Covid, qu'on a quand même une crise sanitaire, illustre d'une certaine manière elle nous a fait faire l'expérience de cette vulnérabilité de manière sensible dans notre quotidien, dans notre vie personnelle. Et puis, finalement, là, on n'a pas arrêté de dire tout le temps, l'année dernière, les Fashion Grid Days, dans le forum de la mode circulaire que nous organisons, il avait pour thème il est temps d'agir, et un certain nombre de sessions étaient consacrées au moins mais mieux. C'est-à-dire que si on veut
transformer l'industrie de la mode aujourd'hui, il faut produire moins, mais mieux les produits de mode et d'habillement. Et aujourd'hui, on a fait moins d'un seul coup. Bam, tout s'arrête. On disait que c'était impossible de ralentir. On disait que finalement, ce moins, parce que dans un monde où les ressources naturelles sont finies, on ne peut pas faire toujours plus. Et donc, on se rend compte que c'est possible, mais on en fait une expérience un peu tragique parce qu'elle est complètement subie et qu'on est dans une incertitude à laquelle on n'est pas du tout habitué. Et puis, elle a révélé aussi, quelque part, cette crise révèle aussi ce que nous savions, c'est que finalement, le savoir-faire textile était souvent déconsidéré. Et quand on voit l'injonction d'Alexandre Jardin, pour ne citer que lui, dans son initiative Masque solidaire, qui nous dit mesdames, puisque vous vous ennuyez, allez, faites des masques et faites-les surtout gratuitement, et c'est scandaleux qu'on puisse les vendre, c'est-à-dire c'est scandaleux qu'on puisse payer des couturières pour faire des masques. Nous, on a un atelier qui est dédié à l'innovation dans l'innovation écologique, l'économie circulaire, l'upcycling. Donc, il y a des couturières, il y a tout un écosystème avec des designers, des créateurs qui sont mobilisés. Voilà. Et on a décidé de faire des masques, comme plein de gens, pour faire être contributeur de cette solidarité nationale, mais pour nous, ça a une valeur. Donc, pour nous, il fallait payer aussi les gens qui les fabriquaient. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont fait des masques gratuitement et solidairement ont mal agi, mais le discours qui a été tenu et le fait que, par exemple, les couturières ne soient pas parmi les professions prioritaires, moi, ça m'a assez estomaqué. Et donc, juste pour terminer, je veux dire, sur cette histoire de croisée des chemins, moi, je pense que cette inquiétude face à l'avenir et la non-durabilité de ce modèle aujourd'hui, on y est confronté de plein fouet avec la crise sanitaire. Quand Zara a annoncé aujourd'hui la fermeture de 1200 boutiques dans le monde, on peut se dire c'est une excellente nouvelle, feu la fast fashion. Moi, je dis, avec ma propre histoire, c'est pas pour faire moins mais mieux, c'est pour faire autrement, c'est pour faire dans le digital. Le digital, c'est aussi des pollutions liées à la consommation énergétique liée à l'usage des serveurs, etc. C'est aussi des transports, c'est aussi moins de main-d'œuvre. Parce que lorsqu'on fait des plateformes logistiques, on emploie moins que dans un magasin. Et c'est le dépérissement, si on prend la France, des centres-villes. Un excellent livre d'Olivier Rasmont qui traite de cette question, ou les excellents travaux de Christian Jacquiot, pour ne citer que, qui traitent de ces questions. Et donc, finalement, on est à la croisée des chemins, on a l'impression d'entrer dans la décroissance, mais finalement, pour quelle forme de décroissance? Ce n'est pas une véritable décroissance, ce n'est pas finalement ce ralentissement qu'on espérait. Et surtout, quel progrès social et écologique porte-t-il? Voilà. Et donc, moi, c'était une inquiétude que j'ai toujours eue. J'ai dit, si on dit on arrête, moi, je crois beaucoup plus aux transitions, et j'en termine là-dessus, sur justement le rôle que joue Nordcrea, c'est d'accompagner, d'essayer d'accompagner vers un meilleur, avec une transition qui prend en compte aussi les gens et les emplois des gens qui travaillent dans ces filières, parce qu'il y a bien sûr ces entreprises sont aussi composées de gens qui travaillent bien sûr dans les pays où on fabrique les vêtements, mais des gens aussi qui travaillent ici en France pour les vendre, etc. C'est aussi des gens qui ont besoin de vivre et de travailler, et que la question qui se pose, c'est plutôt la refonte de la chaîne de valeur, effectivement, comment on éco-conçoit les vêtements, comment on les vend autrement, comment on fait moins mais mieux, et comment on utilise des matières recyclées au maximum, et qu'on crée des rapports équitables avec ceux qui fabriquent les vêtements, et comment on revalorise les savoir-faire, les matières premières, comment on redonne sa vraie valeur aux vêtements dans notre économie. Voilà. Mais je crois qu'on est à ce moment-là de l'histoire, et que c'est un moment qui à la fois me fait me dire qu'il y a plein de choses possibles. C'est pour ça qu'on a organisé ce webinaire qui a lieu pendant la journée, pendant ces 3 jours, 17, 18 et 19 juin, sur le thème crise et changement de mode, parce qu'on a envie de se poser la question avec les gens de la filière, avec les gens qui créent, qui bâtissent dans ce domaine, qui essayent de bâtir des solutions. Finalement, comment on fait pour mieux s'organiser, pour faire en sorte qu'on prenne le bon chemin et pas le mauvais. Voilà. Je te remercie, hein. Bien sûr, on pourrait en parler des heures et malheureusement le temps court. Je vais donner la parole à Marie pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Majdouline, sur les matières premières, sur les emplois. Je crois que la filière lin est très bien placée sur ces sujets. Et Marie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement pourquoi le lin est une matière écologique et comment elle se déploie sur nos territoires et sauve des emplois finalement, en tout cas en crée.
Oui, en effet, la filière lin européenne, elle est assez exemplaire en un certain nombre de points. Le lin, c'est une fibre tout d'abord qui est locale, tu l'as rappelé en introduction, puisque 80% de la fibre lin mondiale est cultivée et produite entre Caen et Amsterdam. C'est la conjonction de différents facteurs, dont le climat et les savoir-faire, qui font que cette culture ne pourrait pas être délocalisable ailleurs dans le monde. C'est une filière qui est éco-responsable. En effet, la culture elle-même, depuis toujours, elle est respectueuse des sols parce qu'elle est rotative, elle est régénératrice. C'est une filière qui n'utilise pas d'OGM ni d'irrigation. Dans 99,9% des cas, c'est uniquement l'eau de pluie qui suffit. Et puis, c'est une filière qui porte en elle aussi une responsabilité sociale et une éthique du travail parce que localisée en Europe, naturellement, nos entreprises, nos adhérents respectent les règles de l'Organisation internationale du travail, dont parlait Néla tout à l'heure. Les emplois en Europe de la filière, c'est à peu près entre 8 500 et 9 000 agriculteurs. Et si on compte l'agriculture et le teillage, qui est donc la production de fibres, ça fait environ 12 000 emplois. Et c'est également une filière qui est tracée. Et une fibre qui est noble et qui a une durabilité dans le temps. Et ça, c'est vrai quand on parle de nouveaux business models et de consommer mieux. C'est vrai qu'on commence à penser un peu plus à des vêtements qu'on va garder. Ça ne veut pas dire un vêtement sans style, sans âme ou un peu ennuyeux. Je pense que le style, justement, ce n'est pas forcément ce qui va se démoder dans 3 mois ou dans 6 mois, mais c'est le caractère d'un vêtement qu'on aime et qu'on chérit. Comme le dit Fashion Revolution, love clothes last. Ça, je pense que le lin a certainement un rôle à jouer. Très bien, merci pour le rappel du hashtag de l'année Love Clothes Last. Et d'ailleurs, le deuxième hashtag de l'année, c'était What's in my clothes, et donc tu es bien placé pour en parler. Donc tu nous avais, en introduction, tu nous disais que tu voulais parler des innovations de la filière, des innovations des filateurs, des tisseurs peut-être. Je te laisse parler. Oui, pour nous, la fibre lin, c'est une fibre d'avenir. C'est la plus ancienne fibre au monde, certes, mais on a une filière qui est très investie dans la recherche. Un des enjeux, c'est de faire des études pour mieux connaître les performances du lin. Donc ça, ce sont des choses qu'on a ces 10 dernières années mises en place, comme une analyse de cycle de vie qui est en open source sur notre site, une étude sur les performances confort du lin, la thermorégulation, la respirabilité, etc. Et puis, cette fibre, on pense qu'elle a beaucoup de potentiel au-delà de un peu des stéréotypes. Le lin, ce n'est pas juste une chemise beige ou un vêtement de plein été qui se froisse. Et en travaillant sur les textures, sur les fils, sur les tissus, en tricotant le lin, c'est assez nouveau, en fait, on peut lui donner des nouveaux territoires d'expression. Et ça, c'est très intéressant. On dit parfois que le lin se froisse et que ça peut être un frein pour les consommateurs. Le lin lavé, qu'on trouve maintenant, qui est donc lavé, très assoupli, très doux, ça, c'est un peu un nouveau visage du lin. La maille de lin, ça n'existait quasiment pas il y a 10 ans. Et maintenant, ça représente à peu près 20 à 25% de l'habillement en lin. Donc, sont tous ces t-shirts ou polos ou sweatshirts qui sont donc non pas tissés, mais tricotés.
Et puis, en faisant des nouveaux mélanges, on peut aussi étendre la saisonnalité du lin. Le lin, il ne se porte pas qu'en été, on peut le porter à l'intersaison, voire en hiver, avec des mélanges, avec des fibres chaudes, par exemple, avec de la laine ou du cachemire, ou on peut le traiter pour qu'il résiste à l'eau, pour voilà, de l'imperméable, de l'outdoor. Alors, Et puis, pardon, j'ai failli oublier aussi tous les textiles techniques et les composites. Ça, c'est aussi très intéressant. Oui, 10% de la production du lin part dans cette voie-là. Oui, effectivement. On essaiera de faire des tables rondes plus tard sur les produits techniques parce qu'ils sont assez étonnants. J'ai une question pour toi, Marie, qui nous vient du public. Alors, elle est un peu longue, écoute-la bien. N'y a-t-il pas un risque de l'explosion de la consommation du lin si la mode éthique se développe et donc d'une production dont la qualité se dégrade, qui se met à recourir à l'irrigation ou qui se délocalise? Alors, la filière, elle est préparée à augmenter les surfaces cultivées en lin, à augmenter aussi les investissements dans le matériel de récolte, parce qu'il faut des machines très spécifiques pour arracher le lin, pour le retourner quand il rouille, etc., etc. Et puis aussi des investissements qui ont déjà commencé dans les usines donc, de teillage, donc l'extraction de la fibre. Et là, on voit que donc ces investissements, ils ont beaucoup augmenté ces 2 dernières années. Donc, la filière est capable de répondre à une augmentation de la demande, une augmentation qu'on voit progresser petit à petit depuis une petite dizaine d'années. Donc, on n'est pas vraiment inquiet de ne pas pouvoir faire face à la demande. Là, pour l'instant, cette année, c'est sûr que la demande va être en baisse, puisque cette saison de printemps-été qui ne s'est pas vendue dans les magasins donc va très certainement diminuer la consommation de textiles et de produits finis en lin. Mais dès que le rattrapage se fera, et on l'espère avec des business models plus responsables, moi, je suis tout à fait confiante sur le fait que la filière sera en capacité de répondre à cette demande tout en maintenant ses standards en termes de responsabilité. Alors, une petite dernière question de ma part cette fois-ci. Donc, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, la filière lin, la CELC, navigue dans un écosystème collaboratif. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, tout à fait. Notre association, en fait, elle a été créée par nos adhérents dans l'objectif de promouvoir la fibre de lin et ses qualités. Notre mission, c'est d'offrir des services à toutes les marques, tous les créateurs, toutes les initiatives qui souhaitent travailler le lin. Donc, voilà, si quelqu'un parmi les auditeurs est intéressé à en savoir plus, nos services sont entièrement gratuits et la communauté voilà, dans laquelle on évolue nous permet, et quand je dis communauté, c'est aussi nos adhérents qui sont très engagés depuis l'agriculteur jusqu'au tailleurs ou aux filateurs ou aux tisseurs. Par exemple, chaque année au mois de juin, donc c'est normalement en ce moment, bon, pas cette année, voilà, pour les causes qu'on connaît, mais chaque année, on emmène des stylistes, des journalistes, des designers visiter des champs de lin, rencontrer des agriculteurs et des tailleurs. Mais on organise aussi beaucoup de formations, on conseille, on accompagne, on oriente le sourcing et on forme aussi les boutiques pour mieux expliquer en fait ce qu'est le lin à leurs clients. Donc voilà, notre écosystème lin est ouvert et voilà, on accueille avec plaisir les initiatives
Merci beaucoup. Et alors, pour faire un lien direct avec CASA 93, on peut dire aussi que la CELC soutient CASA 93 et ses activités. Donc, Samia, c'est à toi de parler maintenant et de nous raconter un petit peu ce qui se passe entre les murs de cette école magique. D'accord. Bah, comme je le disais en introduction, la CASA 93, c'est une formation sur la mode et la création, donc qui accueille des jeunes talents créatifs entre 18 et 25 ans, qui sont qui ne se sentent pas à l'aise dans le système scolaire actuel, qui n'y trouvent pas leur place, ni dans le système scolaire, ni dans l'univers de la mode. C'est une formation gratuite, sans condition de diplôme, où on va accueillir des jeunes sur des critères non pas de diplôme et de notation, mais sur des critères de talent, de personnalité, de créativité et d'envie profonde de changer le secteur. Donc, c'est une école alternative parce qu'elle ne va pas former des énièmes futurs outils de la productivité, avec une culture de la performance, de la course à la performance et des rivalités, des compétitions, mais elle va plutôt intégrer dans sa pédagogie des pratiques écologiquement durables, transmettre des valeurs et des pensées plutôt humanistes, éthiques, solidaires, des valeurs d'unité. Donc ça, c'est un peu les valeurs fondatrices de la CASA 93. Et donc, elle souhaite, cette école, à travers ses jeunes talents, contribuer au changement du secteur et une forme de renaissance écologique, humaniste, créative et artistique du secteur de la mode et de la société. Alors, comment est-ce qu'on y entre dans cette école ? Alors, pour entrer dans l'école CASA 93, il y a des portes ouvertes qui ont lieu chaque année, mais aussi en posant sa candidature. Là, les recrutements viennent juste de se terminer, mais les candidatures ouvrent à partir du mois de mars-avril. Ensuite, c'est comme une école classique, un dossier de candidature avec un mood board, son CV, sa lettre de motivation, des créations, des réalisations. Et donc, il y a une présélection ordinaire et ensuite, il y a un passage à l'oral et une validation finale pour une rentrée en septembre-octobre de l'année suivante. D'accord, donc les jeunes qui sont pris pour la session de septembre-octobre, ils vont passer un an, un peu moins d'un an, trois trimestres, je crois, et ensuite ils ont un défilé en fin d'année, c'est ça ? Exactement. C'est un défilé ou un projet, en tout cas, c'est une collection collective où les précédentes années, elles avaient lieu en physique et donc sous la forme d'un défilé tel qu'on le connaît. Cette année, ça va être un peu spécial puisque comme tous les défilés de Fashion Week vont être faits de façon digitale, à la CASA 93, ça va être une vidéo qui aura lieu début ou mi-juillet. Des créations qui ont été faites à plusieurs mains et plusieurs cerveaux et plusieurs cœurs et plusieurs, de tous les étudiants de la promo 3. Super. Et ensuite, alors ces étudiants, au bout de cette année à CASA 93, ils font quoi ? Ils vont où ? À l'issue de leur année à la CASA 93, certains entrent dans le monde du travail, que je ne l'ai pas précisé, mais un des objectifs, les objectifs de la CASA 93, c'est de former, mais aussi d'insérer les jeunes. En fait, c'est d'abord de repérer les jeunes talents, ensuite les former et ensuite les accompagner dans leur insertion professionnelle. Donc, certains entrent dans le monde du travail parce que ça dépend des profils. Certains sont beaucoup plus mûrs pour déjà intégrer le monde du travail, parce qu'ils ont déjà leur collectif, parce qu'ils ont déjà une expérience, etc. Ou parce que l'académisme du système scolaire ne leur convient pas. Et c'est aussi les nouveaux modèles de nouveaux emplois. En fait, on va être de plus en plus à être non pas des salariés, mais des créateurs de son propre emploi. Donc, il va y avoir de plus en plus d'indépendants et donc l'école prépare aussi à ça. Pour ceux qui continuent leur scolarité, certains choisissent le programme IFM Entrepreneur, par exemple, qui est une formation rapide à l'entrepreneuriat. D'autres ont intégré le bachelor de l'IFM.
D'autres ont intégré l'ENSAD. Enfin voilà, il y a aussi des partenariats avec la CASA 93 pour que les étudiants intègrent les écoles, les grandes écoles de mode grâce à une bourse. Donc avec un financement donc qui favorise leur insertion aussi et la poursuite d'études. Ok, merci. Est-ce que il y a d'autres choses à dire auxquelles on n'aurait pas pensé Peut-être sur leur vision du futur de la mode, en fait, ces jeunes qui sont déjà très intégrés, enfin, en tout cas très éveillés et très au fait de ce qu'est aujourd'hui l'industrie et de ce qu'elle doit être demain, sont des jeunes qui sont en pleine évolution, mais aussi en pleine révolution. Et donc, de leur fer de lance, enfin, la première question qu'ils se posent pour le futur de la mode, c'est est-ce que mon métier a du sens aujourd'hui? Est-ce que ce que je fais a du sens? Parce que créer ou faire de l'art ou travailler sans se poser la question de la signification en fait de ce qu'on fait, ça n'a plus sa place dans la culture d'aujourd'hui et ni dans la société d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment la question fondamentale qu'ils se posent. Et moi, lors d'un cours, un jour, je leur ai posé la question de leur vision de la mode de demain et du futur idéal. Et donc, j'ai fait un espèce de... Je vais vous lire tout ce que j'ai pu collecter en synthèse de leur vision. Donc, c'est leur citation. Donc, c'est une éducation claire pour une mode responsable et durable, signant la fin du règne de la fast fashion. Les artistes engagés seront mis en valeur et les jeunes créateurs éco-responsables seront sur le devant de la scène. La démocratisation de l'éco-responsabilité engendrera plus d'implications collectives. Ainsi, le grand public s'engagera et agira réellement pour lutter contre les problèmes environnementaux et sociaux. La sincère transparence des marques poussera le consommateur à une réflexion plus profonde lors de leurs achats. Elles auront pour modèle des cycles économiques plus vertueux, économie circulaire, économie locale. Des lieux seront ouverts à tous pour la création et la réparation de nos vêtements. Et enfin, plus de coolness dans la mode éco-responsable. Waouh. Ils sont vraiment sur les communs, sur le bien commun, sur le collectif. Ouais, l'unité, la solidarité, le partage, et c'est vraiment l'économie de demain. Alors, est-ce qu'il y a un moyen pour nous autres citoyens d'aider l'école ? Faire des dons. En fait, l'école CASA 93, c'est une association qui s'appelle Moda Fusion. Et depuis le site CASA 93, toutes les infos y figurent pour faire des dons. Et en fait, on détaille aussi ce qu'un don peut représenter. Tel don, tel montant peut représenter tel cours, tel don, tel montant peut représenter un an de scolarité pour les étudiants, etc. etc. Donc, rendez-vous sur le site CASA 93. Exactement. Super. Alors, j'ai une question. Alors, je ne sais pas qui va avoir envie d'y répondre, mais je vous la lance, mesdames. Une question du public. Donc, que pensez-vous de la décision de Saint-Laurent d'arrêter de suivre le rythme imposé par les Fashion Weeks? Il n'est pas le seul, hein. Samia? Alors, la réponse positive, c'est que j'espère que Saint-Laurent, à travers ce statement et cette décision, pourra inspirer d'autres créateurs de la haute couture et des plus petits ou même du prêt-à-porter à suivre ce modèle. Là où j'ai mes quelques doutes, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce que ça signifie, en fait, de dire qu'ils se retirent des calendriers de la Fashion Week. En fait, tout le monde se retire en 2020, en tout cas, c'est le cas de tout le monde. Et on ne sait pas s'il va y avoir moins de défilés, moins de production. Et donc, dans son rapport au temps, et quand il dit nourrir un meilleur rapport au temps, on ne sait pas vraiment ce que ça signifie et quels sont les jalons. Donc, c'est juste là-dessus où on peut Une être autre réaction? Naïla, Majdou? Je sais pas, Naïla, vas-y. Nous, on a pris l'habitude de ne pas se fier uniquement aux déclarations et effectivement de savoir ce qu'il y a derrière et aussi de comprendre l'origine de ces décisions. Et j'en vois deux. Il y a le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de marques ne peuvent pas suivre, mais aussi pour des questions économiques, pour des questions d'écoulement des produits, etc. Donc, bon, on pourrait dire,
quelle que soit l'origine, l'important c'est que l'impact soit là, mais en tout cas, ça c'est à garder en tête. Par ailleurs, j'y vois vraiment, en tout cas, et de manière générale sur ces annonces, l'impact de la prise de conscience citoyenne. En ce moment, on est vraiment sur il faut décélérer, on ne peut plus suivre le rythme. Et bien sûr, ça a du poids que ces maisons de couture le fassent, parce qu'elles vont imprimer aussi un mouvement normalement pour l'industrie. Donc, j'y vois quand même le signe, en tout cas, d'une réaction à ce que demandent aujourd'hui les consommateurs et du débat public. Oui, alors justement, moi je vais rebondir là-dessus parce que cette année, là, 2020, pendant le confinement, la Fashion Revolution Week avait lieu entre le 20 et le 26 avril et on a vu un engouement extraordinaire. Alors, du fait du confinement, sûrement les gens ont pris un peu de temps pour trier leur vestiaire. Il y a eu une émulation autour de cette histoire de consommer moins, consommer mieux. Nous, on a carrément doublé le nombre d'abonnés sur Instagram en 10 jours. Donc ça a été, alors, bien sûr, un grand bonheur, mais ça continue. Les gens arrivent encore, nous posent des questions, s'intéressent. Il y a énormément de marques de jeunes marques qui se mettent ensemble dans le collectif. Il y a des applications qui sortent. Il y en a plusieurs qui sont sorties et encore d'autres qui vont sortir en septembre pour tracer les vêtements, pour tracer la fabrication, pour sourcer les matières. Est-ce que évidemment, tout ça, ça nous fait énormément plaisir, mais bon, on reste quand même très vigilant sur ce qui va se passer par la suite, bien sûr. Voilà. Moi, je suis ravie de cet engouement, mais bon. On n'est jamais sûr de rien, malheureusement. Voilà, les queues devant Zara continuent. En physique et pas sur Internet. On peut le voir à Paris. Les petits créateurs se demandent comment ils vont boucler leur budget. Donc moi, j'encourage tout le monde à aller fouiller un petit peu dans les marques éthiques qui existent, qui sont là, qui font des très beaux basiques souvent. Acheter une pièce, acheter 2 pièces, acheter une chemise en lin plutôt qu'une chemise en coton, parce que le coton, c'est 25% des pesticides mondiaux, c'est énormément de soucis de santé pour les agriculteurs au bout du monde. Donc oui, le lin, bien sûr, c'est une solution. On ne va pas habiller la planète entière avec notre lin, mais au moins, si tout le monde achète une chemise en lin, eh bien, ça fera une grande respiration et ça économisera beaucoup d'eau en plus. Voilà. Najdou, est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'histoire du défilé et des statements des marques? Bon, une chose, c'est que enfin, ça a été dit, la haute couture et les créateurs qui sont les plus influents du monde, ou les marques qui sont les plus influentes du monde, peuvent influencer l'ensemble de la filière. Parce qu'elles vont créer une forme de désirabilité d'un autre modèle, d'autres choses que la façon dont on fait aujourd'hui les vêtements, et effectivement dont on faisait à un rythme assez effréné, puisque l'objectif étant quand même, une fois qu'on a pourvu à tous nos besoins, comment on fait pour que les gens continuent à consommer? Eh bien, on fait du réassort permanent, et en version haute couture, c'est des défilés, des permanents, des collections croisières, etc., etc. Et donc, ils font que les gens, ils ont toujours un nouveau désir qui vient leur être projeté au travers de ces images, d'ailleurs assez artistiques, etc. Donc, ils ont un rôle un peu normatif, puisque ça va normer, voilà. Maintenant, moi, je suis aussi dubitative, c'est-à-dire que les raisons pour lesquelles on le fait, quel message il y a derrière? Est-ce qu'il y a une vraie affirmation d'un point de rupture, ou juste un ajustement ponctuel? Je ne sais pas. Je crois qu'en tout cas, il y a un temps de retard. Ce qu'on attendrait de la mode, surtout quand elle est à ce niveau-là de créativité, c'est qu'elle soit justement dans cette rupture, et qu'elle soit à l'avant-garde de ce qu'on peut espérer dans l'économie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut plus, on ne peut pas se contenter juste de réduire nos impacts, de faire un peu moins bien. Il faut réparer nos bêtises.
Marie le disait pour le lin, qui est une matière qui peut être considérée comme une matière régénérative. Et c'est ça dont on a besoin. C'est une économie qui régénère, une économie symbiotique, une économie qui nous reconnecte. On a vécu là, dans cette crise aussi, ce lien, finalement, cette interdépendance qu'on a entre nous au niveau mondial, mais aussi avec notre environnement naturel, y compris des choses qu'on ne voit pas, comme les microbes, comme les virus. Eh bien, voilà, il faut que finalement toute l'économie, les activités humaines telles qu'elles s'organisent soient comptables de ça. Et donc, la rupture, elle ne peut pas être juste sur ralenti un peu. Ça doit être quelle économie, quel mode régénératif, quel mode symbiotique on propose aujourd'hui. C'est ça que doit faire la haute couture. Absolument, absolument. Alors, il nous reste 8 minutes et vient de m'arriver une question qui pourrait nous prendre 2 heures. Je vous la livre. Hein. Et pour moi, c'est une des questions primordiales. Donc, comment gérer la notion de prix juste dans la mode éthique? Le prix, le coût des choses. Comment réintégrer cette notion de prix juste? Qui veut se lancer? Alors, moi, je dirais que un impact positif peut-être de la crise sanitaire, c'est que je pense que ça remet en cause notre rapport avec les valeurs des objets qu'on consomme. Ça a remis en cause aussi, remis en perspective peut-être notre rapport au temps. On en parlait tout à l'heure par rapport à la question précédente qui est de, voilà, je veux tout de suite, je consomme tout de suite et je trouve ça très sain, très rafraîchissant même de se dire je passe une précommande auprès d'une jeune marque et j'attends quelques semaines et pendant ces quelques semaines je me réjouis par avance de recevoir ma commande et de la même manière je pense qu'il faut remettre de la valeur dans un objet qui je pense que les deux sont liés. Quand je vois quelque chose et que je l'attrape et qu'au bout de 10 minutes, je suis passée à autre chose, c'est sûr qu'on ne met pas de valeur dans cet acte-là. Très bien, Naïla, j'ai vu que tu levais la main. Mais écoute, c'est vrai que c'est un débat crucial et plus largement la question du prix. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience du fait que on doit, Majouline, tu parlais de réparer, on doit réparer aussi les dégâts de communication et de développement d'un modèle qu'on a laissé s'étendre. Et donc, on a des générations qui sont nées avec H&M, Zara, Primark, déjà. Donc, et on est matraqué de messages publicitaires sur la fast fashion, sur les maillots de bain à 4,50 €, etc. Donc, le consommateur, il est vraiment face à des injonctions contradictoires et en fonction de ce à quoi il a accès financièrement, mais aussi socialement, mais aussi géographiquement. Il y a vraiment une responsabilité des pouvoirs publics à réguler ça. Et on ne peut pas se reposer uniquement sur le consommateur. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la responsabilisation individuelle du consommateur au regard de l'action collective. Donc, il faut arrêter de laisser s'étendre des Europacity ou des projets dévastateurs dans lesquels on va avoir que de la grande distrib, en disant aux consommateurs, au fait, c'est plus 4,50 €, mais c'est 50 € le prix d'une blouse déjà. Donc, c'est pour ça que l'action publique et ce qu'on appelle le plaidoyer citoyen, le lobbying, c'est important et ça marche. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça. Et puis après, des écarts entre les grandes villes, Paris, les classes sociales plus élevées et les personnes un appauvrissement aussi de la population, des personnes qui n'ont pas accès à l'information, à l'achat en ligne de vêtements responsables. Il y a tout un tas de freins aussi au fait qu'on n'achète pas responsable. Et on est un peu dans 2 mondes différents. Moi, j'interviens dans des écoles, mais j'interviens aussi à la CASA, par exemple. Quand on dit, mais vous savez, pour le même prix, une paire de baskets à 100 € par exemple, au lieu d'acheter Nike ou Adidas, aller acheter des marques responsables, ils nous disent, mais nous, on ne dépasse pas les 40. On les achète autrement, on les achète via d'autres marchés, etc. Donc ça me semble vraiment important de garder ça en tête. Et c'est là qu'il y a un rôle des pouvoirs publics et plutôt notre rôle citoyen, quand on le peut, ça c'est gratuit et illimité, là où l'alternative de consommation est compliquée. Et puis bien sûr, quand c'est possible, privilégier de la mode responsable, etc. Juste très vite, la question, c'est du modèle économique. Il faut qu'à chaque étape de production,
tous les maillons de la chaîne aient gagné un salaire correct, un salaire vital. On a développé des méthodologies qui existent pour dire qu'est-ce que c'est qu'un salaire juste, qu'est-ce que c'est qu'un salaire vital, combien il faut pour qu'une marque se déploie en France. Si ce n'est pas en France, où est-ce que c'est? Et je pense que les marques responsables font beaucoup en ce moment, c'est aussi expliquer la chaîne de valeur. Et ça reste quelque chose d'essentiel. Oui, il y a un énorme travail de toutes ces marques-là. Sur Instagram, notamment, ils font un boulot formidable et ils expliquent vraiment bien le coût de chaque maillon de leur chaîne de production. Et ouais, c'est super. Et oui, et moi j'ai envie de conclure cette table ronde et je vous remercie d'y avoir participé et de nous avoir éclairé sur tous ces sujets par l'idée de réparation. Pour moi, c'est hyper important. Réparer nos vêtements, bien sûr, et réparer le monde. Voilà. C'était ce que je voulais vous dire. Et réparer le monde, c'est notre devoir à tous. Je vous remercie. Là, je pense qu'on est pile à l'heure. Et donc, Marie, Samia, Naïla, Majdeline, merci beaucoup. On vous retrouve, Majdeline, demain, Fashion Green Days. Et puis, chacune sur vos comptes Facebook, peut-être, sur vos sites pour en savoir un petit peu plus sur tout ce que vous faites, pour rendre cette mode plus juste et plus équitable, tout en la gardant jolie. Merci, bonne soirée. Merci.